À la une, ce 26 juin, la commémoration de la journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue. Cette année, l'accent est mis sur l'écoute des adolescents de plus en plus consommateurs pour les aider à abandonner les stupéfiants. En Côte d'Ivoire, on enregistre chaque année près de 700 consommateurs de drogue. Dans ce journal, coup de projecteur sur le métier de pré-collecteur d'ordures ménagères. De plus en plus, les jeunes Ivoiriens se tournent vers cette activité pénible et exigeante. À quoi ressemble le quotidien de pré-collecteur d'ordures ménagères? Les éléments de réponse à suivre dans le dossier de ce journal. Et puis à l'étranger, les forces irakiennes ont totalement libéré Fallujah ce dimanche. Les regards se tournant désormais vers la reprise de Mossoul, dernière place forte des terroristes du groupe État islamique EI en Irak. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande édition qui s'ouvre avec ces images du chef du gouvernement ivoirien, honoré cette semaine au Portugal. Daniel Cablan-Duncan, au cours de son séjour, a été fait citoyen d'honneur de la ville de Viseu, ville située à la frontière entre le Portugal et l'Espagne, ville jumelée à Abidjan depuis 2012. Sur place à Viseu, le Premier ministre ivoirien a encore parlé de la coopération décentralisée entre les villes ivoiriennes et portugaises. Et pour renforcer cette coopération ivoiro-portugaise, on est passé à la vitesse supérieure. La Côte d'Ivoire dispose désormais d'une ambassade dans le pays. L'ambassade de Côte d'Ivoire au Portugal est située à Lisbonne, dans le quartier Restelo. C'est de là que la coopération entre l'essentiel des deux pays devront prendre leur vol. Elle a été inaugurée mercredi par le Premier ministre. C'était au cours d'une cérémonie qui a réuni officiels portugais, membres du corps diplomatique vivant au Portugal et des Ivoiriens installés dans le pays. Le témoignage de notre envoyé spécial à Lisbonne, Sylvie Touré. Un acte qui illustre de fort belle manière le raffermissement des relations avec le Portugal. L'ouverture de l'ambassade à Lisbonne. Ouverte depuis quelques mois, la Maison de la Côte d'Ivoire au Portugal a été officiellement inaugurée par le Premier ministre Daniel Cablan-Duncan. Témoin de l'événement, la communauté ivoirienne vivant au Portugal, les ambassadeurs du groupe Afrique, le doyen du corps diplomatique accrédité à Lisbonne, des autorités politiques portugaises et des amis de la Côte d'Ivoire. Pour le chef du gouvernement ivoirien, l'objectif est clair. Cette mission diplomatique devra contribuer à rapprocher davantage les deux pays. Tout en félicitant son Excellence M. Kofi Fana, le tout premier ambassadeur de Côte d'Ivoire, pour le dynamisme dont il fait preuve et l'important travail déjà abattu depuis sa nomination dans ses fonctions, je voudrais l'exhorter à œuvrer pour la réouverture de l'ambassade du Portugal à Abidjan, à laquelle nous attachons un grand prix. Vous devez également, Excellence, mettre un accent particulier sur la réouverture de la desserte d'Abidjan par la compagnie aérienne TAP Portugal, ainsi que d'une manière générale sur la mise en œuvre effective des diligences liées à l'application des différents accords et protocoles signés. Théodore Kofi Fana a rassuré le Premier ministre que son équipe est déjà à la tâche. Elle multiplie depuis 6 mois les rencontres économiques et diplomatiques pour donner une impulsion nouvelle à la coopération ivoiro-portugaise. L'ambition affichée des premiers acteurs que nous sommes consiste à ériger cette mission diplomatique en un laboratoire de coopération très dynamique et très innovant, avec pour objectif essentiel défini par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, de faire du Portugal un partenaire stratégique pour les échanges et la sécurité, non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais également dans le golfe de Guinée. Avant la nomination d'un ambassadeur au Portugal, la mission était assurée par 2 consuls, l'un à Lisbonne et l'autre à Porto. Ces 2 personnalités ont été distinguées dans l'ordre national de la Côte d'Ivoire. Sur initiative des Nations Unies, aujourd'hui, 26 juin, est commémorée la journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue. Les experts et observateurs sont unanimes. L'Afrique est en train de devenir un pôle de consommation de drogue important et les chiffres l'attestent bien. Ici en Côte d'Ivoire, entre 600 et 700 consommateurs sont enregistrés chaque année à la Croix-Bleue, organisation qui prend en charge les toxicomanes. Ce soir, l'une de nos équipes s'est posé des questions essentielles. Qu'est-ce qui pousse à la consommation de drogue? Quelles en sont les conséquences? Comment en sortir? Ami Sissoko est allé à la rencontre d'un addictologue, psychothérapeute. Reportage. Selon la Croix-Bleue, il n'y a pas de chiffre exact sur le nombre de consommateurs de drogue en Côte d'Ivoire.
Mais une chose est sûre, cette structure internationale de prise en charge des toxicomanes reçoit 600 à 700 patients par an, la plupart des adolescents. Le témoignage d'une consommatrice qui a réussi à sortir de la dépendance de la drogue. Sans savoir ce que ça faisait, je fumais puisque je fumais la cigarette. Je suis restée là-dedans pendant 15 ans. Ça a eu un impact vraiment sur ma vie parce que j'ai arrêté l'école en première pour ça. Le conseil que je peux donner aux jeunes filles, c'est de ne jamais essayer la drogue. La drogue, ce sont des substances liquides, gazeuses, qui peuvent être artificielles ou naturelles, qui ont pour effet de modifier le fonctionnement du cerveau. Il y a un type de patients que nous recevons le plus, ce sont les adolescents. Ils nous disent que déjà, ils sont abordés dans les écoles, sur le chemin de l'école, dans les quartiers, par des individus qu'on ne connaît pas, qui leur proposent de la drogue gratuitement. Nous recevons à peu près 80 patients usagers de drogue par semaine. L'addiction aux drogues a d'énormes conséquences sur la santé, en passant aussi par les violences et la pauvreté qu'elle entraîne. Les enfants à la toxicomanie sortent en général de ces familles à problème. L'usage de drogue met en péril notre sécurité. Et cela peut aller depuis la violence conjugale jusqu'aux guerres fratricides. La question des drogues peut également affecter l'économie. Il y a des drogues qui coûtent extrêmement cher, comme la cocaïne, dans lesquelles, pour la consommation, l'individu avoisine 20 à 25 000 francs CFA jour. Pour aider les toxicomanes à sortir de cette dépendance, des associations telles que la Croix-Bleue ou les ONG comme Médecins du Monde proposent des prises en charge psychologiques et médicales. Mais avant tout, la famille doit être le soutien primordial. Tant qu'on ne regarde pas la chose en vis-à-vis, tant qu'on a des préjugés, tant qu'on a des mythes sur la question, on ne peut pas évoluer. Et après, de façon plus précise, ce sont les familles qui doivent assurer leur rôle d'éducatrice des enfants. Les consommateurs de drogues sont une population vulnérable exposée à de nombreuses maladies telles que le VIH-Sida, la tuberculose et les hépatites virales. L'alcool et le tabac font aussi partie des drogues. Intéressons-nous maintenant à la Comnata LPC, Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, qui vient de mettre en place un système d'interconnexion au bénéfice de 14 escadrons de gendarmerie et 17 sites des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Cet outil devrait permettre de constituer une base de données électroniques d'armes et de renforcer leur gestion au quotidien. Abou Sanogo. Un dispositif opérationnel d'interconnexion de gestion des stocks d'armes au bénéfice des escadrons de la gendarmerie nationale et des forces républicaines de Côte d'Ivoire désormais disponible. Et cet outil va permettre de tisser un réseau de gestion informatisé des stocks, de constituer une base de données électroniques d'armes et de renforcer leur gestion au quotidien. Au terme de 3 années d'installation, de formation et de suivi, la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre a procédé à la remise du dispositif d'interconnexion. La lutte contre la circulation illicite des armes légères sera vaine aussi longtemps que la gestion et la sécurité physique des armes et munitions seront approximatives. L'insécurité et l'instabilité continueront alors d'être des soucis permanents pour nos États. C'est donc ensemble, dans une synergie d'action, que nous gagnerons la bataille pour le contrôle des ALPC. Ce programme a bénéficié de l'appui financier de la coopération allemande à travers la GIZ. Le système d'interconnexion permet également l'enregistrement et la gestion des mouvements d'armes. La mise en place de la base de données et des interconnexions constitue des mesures de contrôle et de prévention en matière de circulation des armes et surtout d'une maîtrise de la traçabilité des mouvements des armes utilisées par nos unités. Pour la gendarmerie nationale, le dispositif a été installé dans 14 escadrons, tous reliés à un serveur central installé au sein du commandement supérieur de la gendarmerie à Abidjan. Au niveau de l'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, 17 sites répartis dans 11 localités ont été équipés et interconnectés à un serveur central à Abidjan. Le coût de ce programme s'élève à 120 millions de francs CFA.
Cette interconnexion des forces de sécurité devrait aider le Conseil national de sécurité qui veut accélérer la mise en place effective des conseils régionaux de sécurité. Un atelier de réflexion sur les renforcements de gouvernance locale de la sécurité dans les 31 régions du pays s'est tenu cette semaine. Les acteurs nationaux et internationaux de la sécurité ont adopté le cadre institutionnel de l'exécution de cette nouvelle approche de la sécurité locale. On fait le point avec Soro Corona et Kader Sogodogo. L'indice de sécurité de la Côte d'Ivoire est passé de 1,6 en 2012 à 1,1 en décembre 2015. Des efforts rendus possibles grâce à l'adoption d'une nouvelle stratégie sécuritaire du pays. Présidé par le président de la République, Alassane Ouattara, le CNS, Conseil national de sécurité, travaille pour la mise en œuvre de la RSS, réforme du secteur de la sécurité. Réforme qui implique l'exécutif, le législatif, les forces armées, le corps préfectoral, la société civile et les médias dans une approche de responsabilité partagée, de confiance et de collaboration en vue d'atteindre la sécurité pour tous. Après plus de 3 années de travaux, le temps est venu pour la mise en place effective des conseils régionaux de sécurité. Les conseils régionaux de sécurité ont pour objectif de regarder tous les aspects de la sécurité humaine au niveau des régions. Ça peut être d'un point de vue économique, ça peut être d'un point de vue purement sécuritaire, ça peut être d'un point de vue culturel, ça peut être d'un point de vue économique, etc. Donc voilà un peu tout ce que ça va faire. Il y aura une remontée de ces informations au niveau du Conseil national de sécurité pour des décisions. Le séminaire de Yamoussoukro a réuni les acteurs nationaux et internationaux de la sécurité et les préfets de région de Côte d'Ivoire. Au terme de 10 heures de travaux, les 31 préfets de région se sont engagés à s'approprier la RSS. Il a été adopté avec l'ensemble des participants le cadre institutionnel pour la mise en œuvre des conseils régionaux de sécurité. Le système des Nations Unies, représenté par l'ONUCI, s'est engagé aux côtés de la Côte d'Ivoire pour la réussite de cette nouvelle approche de sécurité interne et externe. Le fait que l'ONUCI se retire ne signifie pas aussi que les Nations Unies se retirent. C'est pour ça que j'ai parlé de modalités pour transférer les activités que nous menons. Transférer ces activités-là signifie que nous nous soucions de la pérennisation de l'accompagnement des autorités ivoiriennes dans la réforme du secteur de sécurité. La nouvelle stratégie du Conseil national de sécurité viendra combler le vide et améliorer l'architecture sécuritaire de la Côte d'Ivoire. Cet atelier de Yamoussoukro a été financé par le PNUD. Il y a eu des mouvements d'humeur hier au village d'Akwedo. Suite à un litige foncier les opposant à un individu, les jeunes du village d'Akwedo ont barricadé l'entrée de la décharge d'Abidjan. Les policiers ont dû faire usage de bombes lacrymogènes pour les disperser afin de favoriser la réouverture de la décharge. Dans leur colère, les jeunes ont saccagé les installations de pesage de la nature, vous le voyez sur ces images. Tout le matériel semble avoir été abîmé, des lampadaires ont été déracinés et cassés et le circuit de pesage détruit. Cependant, grâce à l'intervention des forces de l'ordre, les activités à la décharge ont repris. Une reprise qui devrait et pourrait faire plaisir aux précollecteurs d'ordures ménagères, une activité à laquelle nous nous intéressons ce soir, je vous l'annonçais en titre. De plus en plus, les jeunes Ivoiriens se tournent vers cette activité pénible et exigeante. À quoi ressemble le quotidien d'un précollecteur d'ordures ménagères? Les éléments de réponse à suivre dans ce dossier signé Herman Guivet. Abidjan, quartier résidentiel de la Riviera Palmeraie. Il est 9 h du matin, alors que la pluie et le soleil se disputent la couleur du temps. Nous retrouvons Marius, précollecteur d'ordures ménagères, un jeune Ivoirien âgé de 30 ans, avec lui 2 autres compagnons. Son activité, il l'a entamée avec de modestes moyens, une brouette, une pelle, un râteau. Aujourd'hui, Marius a une moto-tricycle avec laquelle il parcourt les rues de la ville d'Abidjan. La journée commence plutôt mal pour le jeune homme. Un problème mécanique avec sa moto-tricycle. Un tour de clé sous le regard curieux des précollecteurs et le travail peut enfin commencer. En Côte d'Ivoire, il existe des entreprises spécialisées dans le ramassage des ordures ménagères. Dans la chaîne de ramassage de ces ordures, les précollecteurs qui essaient avec leurs moyens de débarrasser la capitale ivoirienne de ces ordures ménagères. Première cible de nos précollecteurs, cette niche située au pied de ce grand bâtiment. Il faut faire vite. Marius et ses compagnons utilisent des gants de protection.
Quand il arrive dans des bâtiments où il n'existe pas de niche, Marius fait du porte-à-porte. Des rapports avec les locataires qui sont souvent tendus, le ton monte, les disputes éclatent. Encaissement de quelques poubelles, les ordures traînent tout le temps là, personne ne veut les ramasser. Et puis après, vous arrivez, vous vous encaissez, comment ça? Bon, souvent, on a des problèmes de matériel. Oui. À chaque fois, ça tombe en panne. Souvent, il y a un manque de carburant. C'est tout ça qui fait que nous, on ne vient pas ramasser les ordures. Non, c'est pas contre tout cela, c'est à vous de vous organiser. Nous, le SACEL, vous nous donnez un tarif. Nous, on paye. À vous de vous débrouiller pour ramasser. Nous, ça nous pose un véritable problème de santé. Certains locataires refusent de payer leurs dû et les raisons sont multiples. C'est pas normal qu'on puisse payer les ordures ménagères sur nos factures et les camions de ramassage ne puissent pas les ramasser. On est encore obligé de payer le collecteur pour venir ramasser les ordures. Ceux-ci aussi ne viennent pas régulièrement. Les poubelles là, ça reste là, ça dure là. On paye, ils ne viennent pas. Une fois, les voitures de ramassage là viennent. Tantôt, les résidents ne payent pas. Tantôt, il y en a qui payent. Donc, ce n'est pas à qui l'heureux. Accusé de ne pas faire correctement son travail, le jeune homme se défend. Quand on vient encaisser des clients et disent que non, nous, on ne fait pas notre travail. Pourtant, on se réveille très tôt le matin. On reste là à travailler jusqu'à tard dans la nuit. Il y a certains qui refusent totalement même de payer et disent que non, c'est l'État qui vient ramasser avec les gros camions. Bon, que c'est marqué aussi sur les factures. À cet endroit, il y avait une niche où étaient déversées les ordures de ce bâtiment. La niche a été détruite par les résidents. Raison évoquée, le risque élevé de maladies suite au non-enlèvement des ordures ménagères. Avec les enfants qui vivent avec chaque famille, il y a des maladies comme le paludisme. À quelques mètres de ce bâtiment, des agents d'une société de collecte d'ordures sont à la tâche. On travaille pour que Abidjan soit propre. Partout, il y a les ordures, nous passons et ramassons. Nous retrouvons notre précollecteur. Aucun compromis ne sera finalement trouvé. Entre colère des résidents et justification du précollecteur, le résultat est là. Marius vient de perdre l'un de ses marchés. Une journée plutôt difficile pour notre précollecteur. Malgré les problèmes qu'il rencontre au quotidien, Marius garde le moral haut. Lui qui a vu dans ces tas d'immondices une véritable mine d'or à explorer, à exploiter. Comme le dit le dicton, à chaque jour suffit sa peine. Le travail est loin d'être terminé pour la journée. D'autres bâtiments attendent d'être visités par ces combattants de l'insalubrité. Incursion dans le milieu des précollecteurs, un dossier signé Armand Guivet. Les autorités de la commune de Grand Laou s'inquiètent du faible approvisionnement de leur ville en produits vivriers et halieutiques. Pour faire face à cette situation, le maire a initié une rencontre avec les populations en présence de plusieurs experts du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, un sujet de Moussa Konaté. Marché de Grand Laou, ces femmes vaquent à leurs occupations quotidiennes. L'affluence est faible. Ici, le vivrier peine à satisfaire les besoins des populations. Les denrées alimentaires se font rares, notamment la tiéké. Ils ont pris tout champ pour planter EVA, cacao, tout ça. Donc on n'a plus champ pour cultiver manioc. À cela s'ajoute le manque des produits de pêche. Conséquence, le coût du poisson est élevé. Il y a plusieurs coins d'eau où on peut avoir du poisson, mais arriver sur le marché là, c'est très cher. Là où on n'arrive pas à manger le poisson comme on a envie de manger. Quand nous partons à la pêche, on n'a plus la même quantité, la même production que nous avons. La production n'est plus la meilleure. On se dit aussi que le poisson finit. On se dit aussi que les quelques éléments que nous avons, c'est qu'on a des bateaux ravisseurs qui sont là. On sent que l'eau chauffe de plus en plus. La cité balnéaire risque une crise alimentaire si rien n'est fait. Les autorités municipales veulent anticiper les dégâts. Elles sont appuyées dans cette action par la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, et des structures de l'État chargées des questions agricoles et halieutiques. Une rencontre a réuni ces acteurs pour sensibiliser les populations à produire localement beaucoup plus. Nous avons mobilisé les cadres, nous avons mobilisé également toutes les forces vives pour qu'en termes de sécurité alimentaire, le vivrier puisse être produit sur place et que les populations puissent également consommer une partie et vendre une partie. Nous avons mis en place le fonds de soutien à la réalisation de la sécurité alimentaire au niveau de Grand Laou d'un montant de 10 millions. Conscientes de leur contribution au développement, les populations affirment leur adhésion à l'initiative. Au cours de ces échanges, il a aussi été question de la révision de la liste électorale.
Les populations de Grand Lao ont été invitées à participer massivement à l'opération qui a démarré ce 25 juin. La révision de la liste électorale est également au cœur de la tournée que vient d'effectuer la première vice-présidente de l'Assemblée nationale. Une tournée de sensibilisation dans la région du Bafing. Elle est allée présenter l'importance de la révision de cette liste électorale dans le processus et demander la participation massive des populations. Un processus qui va prendre en compte le prochain référendum, les élections législatives municipales et régionales. On fait le point avec Mamadou Kouassi. Sarah Fadiga Sako, première vice-présidente de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, à la rencontre des militantes du Rassemblement des Républicains RDR de Niokosso, dans la région du Bafing. Une rencontre pour installer la présidente locale du Rassemblement des femmes républicaines, RFR, mais aussi pour échanger sur la vie du parti dans cette région de la Côte d'Ivoire. Dans ce périple, elle est accompagnée par le président du conseil régional du Bafing, Lassina Diomandé, lui-même cadre du RDR. Mawa Dosso, présidente RFR, nouvellement installée, et son équipe ont salué les actions de développement réalisées en leur faveur par le président de la République, Alassane Ouattara, à travers le conseil régional. Les actions portant sur le reprofilage lourd de leurs routes, ainsi que l'électrification de plusieurs de leurs villages. Lassina Diomandé a rassuré la population que ces actions seront renforcées en vue d'améliorer davantage leur quotidien. Sarah Sako Fadiga, cadre du RDR et par ailleurs marraine de cette cérémonie, a présenté les actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara, sur la période 2016-2020. Pour elle, la réalisation de ces projets passe par la paix, mais aussi par la mise en place d'une nouvelle constitution. La première vice-présidente de l'Assemblée nationale a indiqué également que cela se traduira par un référendum dans les mois à venir, mais qu'il faut d'abord s'inscrire sur la liste électorale. Une liste qui va servir selon elle pour les élections législatives, municipales et régionales. Après Niokosso, la délégation s'est rendue à Bouko et Yafé, toujours dans la région du Bafing. Les messages n'ont pas varié à ces différentes étapes, qui ont vu également l'installation des présidentes locales du RFR. Le magazine du dimanche a traité ce 13h sur nos antennes de la migration irrégulière. Au niveau de la Côte d'Ivoire, une campagne est envisagée pour freiner l'hémorragie. Le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur, M. Konaté Isiaka, était l'invité d'Alvorassa. Un extrait de leur entretien. Nous leur expliquons qu'il n'est nullement question d'empêcher la migration. Personne ne peut empêcher la migration. Il est question d'éviter les pertes en vie humaines d'Africains qui partent au péril de leur vie et à qui les gens vendent des rêves et expliquent que c'est très facile d'aller en Europe sans respecter les lois des pays d'accueil. Dans le passeport ivoirien, en dernière page, vous allez trouver des recommandations importantes de l'État de Côte d'Ivoire relativement au séjour dans les pays d'accueil. Moi, j'encourage fortement les jeunes qui veulent immigrer, qui veulent aller étudier ailleurs, de suivre toutes les étapes et d'avoir tous les documents en leur possession avant d'aller dans les autres territoires pour éviter de s'exposer à la merci de ces gangs et ces mafias que je qualifie d'irresponsables. Mais aujourd'hui, il est question pour nous, à travers la campagne de sensibilisation, de projeter des films qui montrent le drame des migrants, comme ce que vous avez présenté tout à l'heure, et de leur expliquer. Vous avez commencé à projeter ces films? On a commencé à projeter ces films, on a fait plusieurs étapes déjà. Nous étions à Daloa la semaine dernière, et nous étions à Bassam le vendredi, avant-hier, on était vendredi à Bassam, et nous allons poursuivre avec Yopougon à Niamey, et la campagne va s'achever à Korogo vers la fin du mois d'août. C'est une campagne nationale de sensibilisation, on parle aux jeunes, on leur explique qu'il y a des drames qui sont liés à la migration à tous les coups, et qu'il faut remplir un certain nombre de conditions avant de vouloir émigrer. Il y a des Ivoiriens qui vivent à l'extérieur, qui travaillent, qui viennent régulièrement voir leur famille. Il ne s'agit pas de cela, il s'agit d'éviter que des personnes prennent des embarcations de fortune et puis perdent leur vie. Direction maintenant Niamey, la capitale du Niger accueille la deuxième session ordinaire de la conférence des ministres en charge des États de l'Afrique de l'Ouest, ainsi que la 14e réunion des ministres des télécommunications de la CEDEAO. Des rencontres pour donner un nouveau souffle à la Poste, un sujet de Mamadou Kouassi. La Poste ne mourra pas dans l'espace CEDEAO malgré sa perte de vitesse. C'est ce qui ressort des travaux de la conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest. Pour lui redonner un nouveau souffle, un schéma directeur 2016-2020 est élaboré. Un plan d'action qui va s'appuyer sur les TIC, technologies de l'information et de la communication. Mais à côté, des projets suscitent déjà l'adhésion de tous. C'est le cas de transfert de courrier terrestre à Abidjan-Lagos qui va servir de modèle. En passant donc par Cotonou, Accra, Lomé, etc. Pour nous, c'est une excellente initiative qui va évidemment rapprocher nos populations donc, avec ce mouvement quotidien, voire même pluriquotidien.
de véhicules et de courriers sur nos routes. Au-delà, il s'agit de créer un lien physique entre toutes les postes de ces pays-là. Cette rencontre de Niamey a vu le renouvellement des instances. La conférence des ministres de la Poste, dirigée par le ministre Bruno Nabagné-Koné, est désormais confiée au Niger pour un mandat de 4 ans. Et l'Ivoirien Aka Brou est reconduit au poste de secrétaire général de l'organisation des postes de la CEDEAO pour 4 ans également. Le ministre ivoirien de l'économie numérique et des postes a informé ses homologues de la CEDEAO de la candidature de la Côte d'Ivoire pour abriter le congrès mondial de l'Union postale universelle UPU en 2020. Les conclusions de ces 2 jours de travaux ont été présentées par les ministres en charge des postes et des télécommunications de l'espace CEDEAO au Premier ministre du Niger. Nous avons examiné et harmonisé les positions de l'ensemble de nos pays en ce qui concerne les représentations dans les différentes institutions internationales gérant le secteur postal. Je dois souligner au passage que nous avons à l'unanimité décidé de soutenir la Côte d'Ivoire pour que la conférence de l'Union postale internationale puisse se tenir à Abidjan en 2020. Nous avons estimé aussi que les pays de l'Interland, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et d'autres pays qui n'ont pas accès aux câbles sous-marins, leur situation doit être examinée avec beaucoup plus d'attention afin que les tarifs d'accès aux câbles sous-marins et donc d'accès à Internet pour les citoyens de ces pays et des autres pays de la sous-région puissent être abordables. Le Premier ministre du Niger, Rafini Brigi, a félicité Bruno Nabagné-Koné et ses pairs pour ces décisions prises. Il les a assurés de la volonté de son pays à tout mettre en œuvre pour que ces décisions soient une réalité sur le terrain dans l'intérêt général des populations. Grand Bassam, Saint-Louis, ces 2 villes touristiques de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, patrimoine de l'UNESCO, ont décidé de s'ouvrir l'une à l'autre dans une approche de solidarité et d'interconnaissance. Les maires Georges-Philippe Ezalé et Amadou Mansour Faye ont donc signé récemment à Grand Bassam un accord de partenariat. Il vise à tirer profit des expériences réussies de chaque partie. Herman Niamia. Le mariage est désormais scellé entre les villes de Grand Bassam et de Saint-Louis au Sénégal. Un accord de partenariat a été signé dans le cadre de la mise en place d'un programme de coopération. Première capitale de leur pays, patrimoine mondial de l'UNESCO, ville touristique, des conformités qui les engagent à s'inspirer mutuellement de leur modèle de gestion. C'est un rapprochement naturel entre Saint-Louis et Grand Bassam. Donc on avait l'obligation, ce rapprochement-là, de le mettre en évidence par un accord de partenariat. Saint-Louis a été classé patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2000. Grand Bassam a été placé en 2012, donc c'est 12 ans après Saint-Louis. Et donc certainement que nous avons beaucoup à apprendre de l'expérience que Saint-Louis a dans la gestion du patrimoine inscrit à l'UNESCO. Les 2 parties ont convenu de la mise en place d'un comité de pilotage et d'un comité technique de suivi pour assurer le contrôle régulier de cet accord. Des rencontres sont prévues de façon alternative à Grand Bassam et à Saint-Louis. La délégation sénégalaise en visite de travail de 3 jours à Grand Bassam a bénéficié d'une visite guidée des lieux touristiques ainsi que des explications détaillées sur la gestion des entités locales. À l'étranger, les forces irakiennes ont totalement libéré Falloujah ce dimanche. Le regard se tournant désormais vers la reprise de Mossoul, dernière place forte des terroristes du groupe État islamique EI en Irak. Falloujah récupéré des mains de l'État islamique en seulement quelques semaines. L'armée irakienne ne croyait pas si vite y parvenir. Ce dimanche, elle a annoncé avoir totalement libéré la ville située à une 50aine de kilomètres à l'ouest de Bagdad. Dernier bastion du groupe État islamique aux mains de Daesh depuis janvier 2014. Plusieurs agences de presse indiquent qu'il existerait quelques poches de résistance, mais dans la périphérie ouest de la ville de Falloujah. Il y a quelques jours, l'ONU dénonçait une crise humanitaire due au combat dans la ville. 85 000 civils auraient fui en seulement quelques mois. L'armée irakienne a contrôlé ce samedi 20 000 civils afin de démasquer d'éventuels djihadistes. Falloujah, reprise, reste la ville de Mossoul que l'armée irakienne espère libérer avant fin 2016. Après ce journal à 22h sur nos antennes à suivre à DDF, au menu de dimanche de foot ce soir, un doc euro exceptionnel qui vous plonge dans l'ambiance du match France-Irlande pour ce 8e de finale de l'Euro 2016.
Les équipes de DDF à Lyon et à Lille ont capté toutes les émotions pour vous. L'entrevue exclusive de ce soir est consacrée à Maxwell Cornet. Le franco-ivoirien de l'Olympique lyonnais est en vacances à Abidjan et il a accepté de se confier au micro de DDF. Enfin, à domicile, vous aurez les images du match comptant pour les 16e de finale de la Coupe nationale. Voilà, il est 20h30, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.